Septième partie. Nos vertus. Thèse 214e. Nos vertus. Il est probable que nous avons nous aussi nos vertus, bien qu'il ne puisse s'agir, évidemment, de ces vertus candides et frustes qui nous font honorer nos grands-pères, mais aussi garder nos distances envers eux. Nous, Européens d'après-demain, nous, premiers-nés du XXe siècle, avec toute notre dangereuse curiosité, notre complexité et notre art du déguisement, la cruauté décadente et pour ainsi dire édulcorée de nos esprits et de nos sens, si nous devions avoir des vertus, ce ne pourrait être que celles qui s'accordent à nos penchants les plus secrets et les plus chers, à nos aspirations les plus ardentes. Cherchons-les donc dans nos labyrinthes, où, comme on sait, tant de choses s'égarent et se perdent à jamais. Est-il rien de plus beau que de partir en quête de ses propres vertus? N'est-ce pas déjà presque y croire? Mais croire à ses propres vertus, n'est-ce pas au fond ce qu'on nommait bonne conscience autrefois, cette respectable et longue cadenette que nos grands-pères laissaient pendre derrière leur tête et bien souvent aussi derrière leur entendement? Il semble donc, si peu démodés et respectablement désuets que nous nous sentions, que sur un point toutefois, nous restions les dignes neveux de nos aïeuls. Nous, les derniers Européens à bonne conscience, nous portons encore notre cadenette. Ah, si vous saviez comme cela changera vite, très vite, désormais. Thèse 215e. De même que dans le ciel étoilé on peut voir deux soleils déterminer l'orbite d'une seule planète, ou dans certains cas des soleils de diverses couleurs illuminer une planète unique, l'inondant tantôt d'une lumière rouge, tantôt d'une lumière verte, puis tous ensemble d'une lumière bigarrée, ainsi des morales diverses nous déterminent, nous autres, modernes, du fait de la mécanique complexe de notre ciel astral. Nos actions se colorent tour à tour de couleurs différentes. Elles sont rarement univoques, et il ne manque pas d'occasions où nous accomplissons des actions bigarrées. Thèse 216e. Aimer ses ennemis? Je crois que cet enseignement a été bien appris. De nos jours, on l'applique de mille manières, en grand et en petit. Déjà, même, il se produit parfois quelque chose de plus haut et de plus sublime. Nous apprenons à mépriser ce que nous aimons, surtout ce que nous aimons le mieux. Mais tout cela inconsciemment, sans bruit, sans ostentation, avec cette pudeur et cette retenue de la bonté qui interdit de prononcer des paroles pompeuses et des formules vertueuses. Aujourd'hui, la pose morale nous dégoûte. C'est là un progrès, comme nos pères en firent un quand ils se dégoûtèrent enfin de la pose religieuse, en même temps que de l'aversion et de l'amertume voltairienne à l'endroit de la religion et de tout ce qui faisait partie de l'attitude des libres penseurs. C'est la musique dans nos pensées, la danse dans notre conscience, qui refuse de se mettre à l'unisson de ces litanies puritaines, de ces prêches moralisants, de ce vertuisme. Thèse 217e. Se méfier de ceux qui veulent qu'on leur attribue du tact et de la délicatesse en matière de discernement moral. Ils ne nous pardonneront jamais de s'être mépris en notre présence et surtout à notre sujet. D'instinct, ils en viendront infailliblement à nous calomnier et à nous gêner, même s'ils restent nos amis.
Heureux les oublieux, car ils viennent aussi à bout de leur sottise. Thèse 218e. Les psychologues français, mais existe-t-il des psychologues ailleurs qu'en France aujourd'hui, n'ont pas fini de se délecter de l'amère et multiple jouissance que donne la bêtise bourgeoise, comme si, bref, une telle attitude trahit quelque chose. Flaubert, par exemple, ce brave bourgeois de Rouen, ne vit, n'entendit et ne goûta plus rien d'autre en fin de compte. Ce fut là son genre d'autosadisme, son raffinement de cruauté. À titre de changement, car le jeu devient monotone, je recommande un autre sujet de divertissement. La ruse inconsciente avec laquelle tous les honnêtes et gras champions de la médiocrité jugent les esprits supérieurs et leurs tâches, cette ruse flexueuse et jésuitique, qui est 1000 fois plus subtile que l'entendement et le goût de la classe moyenne à leur meilleur moment, supérieure même à l'entendement de ses victimes, preuve de plus que toutes les formes d'intelligence connues, l'instinct est la plus intelligente. Bref, étudiez, psychologue, la philosophie de la règle en lutte contre l'exception. Vous y trouverez un spectacle digne des dieux et d'une méchanceté divine, ou plutôt, pour parler encore plus net, cette vivisection du brave homme, de l'homme de bonne volonté. Pratiquez-la sur vous. Thèse 219e. Les jugements moraux et les condamnations morales constituent la vengeance favorite des esprits bornés à l'encontre de ceux qui le sont moins. Ils y trouvent une sorte de dédommagement pour avoir été mal partagés par la nature. Enfin, c'est pour eux une occasion d'acquérir de l'esprit et de s'affiner. La méchanceté rend intelligent. Ils se réjouissent au fond de leur cœur de penser qu'il existe un plan où les individus comblés des biens et des privilèges de l'esprit demeurent leurs égaux. Ils luttent pour l'égalité de tous devant Dieu, et ne fût-ce que pour cela. Ils ont besoin de croire en Dieu. C'est parmi ces gens que se recrutent les adversaires les plus acharnés de l'athéisme. Celui qui leur dirait qu'une intellectualité supérieure est hors de proportion avec les honnêtes et respectables vertus d'un homme qui n'a pour lui que sa moralité, ne manquerait pas de les rendre furieux. Je me garderai de le faire. Je les flatterai plutôt en déclarant qu'une intellectualité supérieure n'est rien d'autre que l'expression suprême des qualités morales, qu'elle est une synthèse de toutes les qualités attribuées à l'homme, rien que morales, synthèse qui s'opère lorsque ces qualités ont été acquises une à une par une longue discipline et une longue pratique, peut-être au cours de générations innombrables, que l'intellectualité supérieure est la quintessence de la justice et de cette bienveillante sévérité qui se sait chargée de maintenir l'ordre hiérarchique dans le monde, parmi les choses mêmes, et pas seulement parmi les hommes. Thèse 220e. Quand on entend l'éloge aujourd'hui si universel de l'homme désintéressé, il convient de prendre conscience, et peut-être n'est-ce pas sans danger, de ce qui suscite l'intérêt du peuple, de ce qui préoccupe profondément dans son être même l'individu ordinaire, y compris les gens cultivés, les savants et peu s'en faut les philosophes, si les apparences ne trompent pas. Ce concert d'éloges provient de ce que la très grande majorité des choses qui intéressent et exaltent les goûts raffinés, exigeants, ainsi que toute nature supérieure, semblent totalement inintéressantes à l'homme moyen. S'il remarque qu'on s'y dévoue néanmoins, il nomme ce dévouement désintéressé,
et s'étonne qu'on puisse agir de cette manière. Il y eut même des philosophes qui prêtèrent à cet étonnement une expression spécieuse et mystique en le rattachant à quelque aspiration supraterrestre, faute peut-être de savoir par eux-mêmes ce qu'est une nature supérieure, au lieu d'établir nûment cette vérité très simple, que l'action désintéressée est en réalité très intéressante et intéressée, étant admis que... Et l'amour? Quoi? Même l'amour devrait agir sans égoïsme? Imbécile! Et le sacrifice? Mais celui qui a vraiment fait un sacrifice sait qu'il demandait quelque chose en retour, et qu'il l'a obtenu. Peut-être a-t-il sacrifié une partie de lui-même à une autre partie de lui-même. Peut-être a-t-il sacrifié sur tel point pour posséder davantage sur tel autre, pour être davantage, ou tout au moins se sentir grandi. Mais c'est là un champ de questions et de réponses auquel un esprit comblé ne s'arrête pas volontiers, tant la vérité, en cette matière, doit étouffer un bâillement quand on la contraint à répondre. Après tout, elle est femme. Gardons-nous de lui faire violence. Thèse 221e. Il m'arrive, disait un moraliste pédant et vétilleux, d'honorer et de respecter un homme désintéressé, non pas à cause de son désintéressement, mais parce qu'il me semble avoir le droit de se rendre utile à autrui à ses propres dépens. En un mot, il s'agit de savoir qui sert et qui est servi. Imaginons par exemple un homme qui aurait la vocation du commandement et les aptitudes nécessaires. Si la modestie le pousse à se renier lui-même et à s'effacer, ce ne sera pas là une vertu, mais le gaspillage d'une vertu. Tel est du moins mon sentiment. Toute morale altruiste, qui se donne pour absolue et prétend s'appliquer à chacun, ne pèche pas seulement contre le goût. Elle incite au péché de négligence. Elle constitue une aberration de plus qui se couvre du masque de l'altruisme, car elle lèse les esprits supérieurs, exceptionnels, privilégiés. On doit contraindre les morales à s'incliner d'abord devant la hiérarchie des valeurs, on doit les rendre conscientes de leur arrogance, jusqu'à ce qu'elles sachent clairement qu'il est immoral de dire « ce qui convient à l'un convient aussi à l'autre ». Voilà ce que soutenait mon bonhomme de pédant féru de morale. Méritait-il qu'on se moquât de lui lorsqu'il rappelait ainsi les morales à la moralité? Mais il ne faut pas avoir trop raison quand on veut avoir les rieurs de son côté. Le bon goût exige même qu'on ait un tout petit peu tort. Thèse 222e. Aujourd'hui, quand il entend prêcher la pitié, et s'il écoute bien, il n'entend plus prêcher d'autres religions, il faut que le psychologue dresse l'oreille. À travers toute la vanité de ces prêcheurs, à travers tout le vacarme qu'ils font, comme tous les prêcheurs, il percevra un son strident, gémissant, le vrai son du mépris de soi. Ce mépris accompagne l'assombrissement, l'enlaidissement de l'Europe qui ne cesse de croître depuis un siècle, et dont une lettre attristée de l'abbé Galliani à madame d'Épinay atteste les premiers symptômes, à moins qu'il n'en soit la cause. L'homme des idées modernes, ce singe orgueilleux, est furieusement mécontent de soi. Il pâtit, et sa vanité veut qu'il se borne à compatir. Thèse 223e. Le métis européen, un assez vilain plébéien, tout compte fait, a absolument besoin d'un costume.
Il recourt à l'histoire entière comme un magasin de défroques. Sans doute remarque-t-il du même coup qu'aucune ne lui va vraiment. Aussi en change-t-il sans cesse. Considérez le XIXe siècle du point de vue de ses brèves toquades et de la succession de ses mascarades stylistiques. Considérez aussi les moments de désespoir quand il devient évident que rien ne vous va. À quoi bon arborer in moribus et artibus un costume romantique ou classique, ou chrétien ou florentin, ou baroque ou national? Cela n'habille pas. Mais l'esprit, et singulièrement l'esprit historique, trouve encore son compte dans ce désespoir. Sans cesse nous essayons, nous adaptons, nous transformons, nous remisons quelque accoutrement archaïque ou exotique, surtout nous l'étudions. Nous sommes la première époque érudite en matière de costumes, morale, article de foi, goût esthétique, religion. Nous sommes préparés comme jamais au carnaval du grand style, au rire endiablé de la plus spirituelle chien-lit, à la cime transcendantale de la suprême idiotie et à la dérision aristophanesque de l'univers. Peut-être trouverons-nous justement là le domaine où faire triompher notre invention, le domaine où atteindre nous aussi à l'originalité, peut-être comme parodiste de l'histoire universelle et comme paillasse de Dieu, peut-être, si aucune de nos œuvres n'a d'avenir, notre rire en a, lui. Thèse 224e. Le sens historique, c'est-à-dire la capacité de deviner rapidement la hiérarchie des jugements de valeur selon laquelle une nation, une société, un homme ont vécu, l'instinct divinatoire qui saisit les relations de ces jugements de valeur, le rapport qui lie l'autorité des valeurs à l'autorité des forces agissantes, ce sens historique dont nous, Européens, nous enorgueillissons comme de notre caractère spécifique, nous est venu à la suite de la fascinante et folle semi-barbarie où la confusion démocratique des classes et des races a précipité l'Europe. Il faut attendre le XIXe siècle pour voir surgir ce sens nouveau, ce sixième sens. Par suite de ce mélange, le passé de chaque forme et de chaque genre de vie, le passé de civilisations qui se sont côtoyées ou superposées, conflue dans nos âmes modernes. Nos instincts régressent désormais dans toutes les directions. Nous sommes devenus nous-mêmes une sorte de chaos. Finalement, nous l'avons dit, l'esprit tire son profit d'une telle situation. Du fait de la semi-barbarie de nos aspirations, nous nous sommes ouverts partout des accès clandestins, dans une mesure qu'ont ignoré les siècles de raffinement. Nous avons surtout succédé au labyrinthe des civilisations inachevées et à toutes les semi-barbaries qui ont jamais existé sur la Terre, de sorte que la majeure partie de la civilisation humaine, n'ayant été encore que semi-barbare, le sens historique se confond à peu près avec le sens et l'instinct de toute chose, le goût et l'appétit de toute chose, ce qui révèle aussitôt la roture d'un tel sens. C'est ainsi que nous avons réappris à goûter Homère. Peut-être est-ce là notre plus heureux progrès, alors que les hommes d'une civilisation aristocratique, les Français du XVIIe siècle par exemple, tels Saint-Évremont qui reproche à Homère son esprit vaste, jugement dont un Voltaire se fait encore l'écho, ne savent et ne surent pas si facilement se l'approprier et se permirent à peine de l'aimer. Le oui et le non très franc de leur palais, leur prompt dégoût, leur réserve et leur perplexité devant tout élément étranger, leur aversion à l'égard du manque de goût qu'implique une curiosité trop vive, et d'une façon générale le peu d'empressement que toute civilisation aristocratique et qui se suffit à soi-même met à se découvrir un besoin nouveau, à s'avouer insatisfaite de son être propre,
à admirer l'étranger, tout cela prévient ces aristocrates contre les meilleures choses du monde lorsqu'elles ne sont pas leur bien ou ne pouvaient le devenir. Il n'est rien de plus incompréhensible à de tels hommes que le sens historique et sa servile curiosité de plébéien. Il n'en va pas autrement de Shakespeare, cette étonnante synthèse du goût hispanique, mauresque et saxon, qui eût fait mourir de rire ou de colère un Athénien de vieille souche de l'entourage d'Échille. Mais nous accueillons ce farouche bariolage, ce pêle-mêle du plus raffiné, du plus grossier et du plus artificiel, avec une complicité et une cordialité secrètes. Nous le goûtons comme un raffinement d'art préparé spécialement pour nous, sans nous laisser incommoder par les miasmes qui montent de la populace anglaise et dont se nourrissent l'art et le goût de Shakespeare. Ainsi nous frayons-nous un chemin, ravis et tous les sens en éveil, sur le Chiaia de Naples, malgré la puanteur de ces quartiers populaires et de leurs cloaques à ciel ouvert. Nous, hommes du sens historique, nous avons aussi nos vertus qu'on ne peut nous contester. Nous sommes sans prétention, désintéressés, modestes, courageux. Nous avons le sens de l'abnégation et du dépassement de nous-mêmes. Nous sommes très reconnaissants, très patients, très accueillants. Avec tout cela, nous n'avons peut-être pas beaucoup de goût. Avouons-le enfin, ce que nous avons le plus de mal à comprendre, à saisir, à goûter, à aimer, ce qui heurte au fond nos préjugés et suscite presque notre antipathie, c'est la perfection et la maturité suprême de la civilisation et de l'art, la réelle noblesse des œuvres et des hommes, leur instant de mer paisible et de béatitude alcyonienne, l'aspect doré et froid que montrent toujours les choses accomplies. Peut-être notre grande vertu, le sens historique, nous met-elle nécessairement en conflit avec le bon goût, tout au moins avec le meilleur goût, de sorte que nous ne parvenons à reproduire en nous que fort mal, avec hésitation et sous la contrainte, les rares et courts instants d'accomplissement, les apothéoses de la vie humaine, telles qu'elles resplendissent de loin en loin, ces moments miraculeux où une grande énergie s'est arrêtée à la frontière du démesuré et de l'infini, où l'homme a goûté une surabondance de joie subtile à comprimer et à paralyser ses énergies, à se tenir et à se raidir sur un sol encore mouvant. La mesure nous est étrangère, reconnaissons-le. Notre prurie est le prurit de l'infini, de l'illimité. Comme le cavalier sur une monture qui s'emballe, nous lâchons les rênes devant l'infini, nous autres modernes, nous autres semi-barbares, et nous ne goûtons notre béatitude qu'au moment où notre péril est à son comble. Thèse 225e. Hédonisme, pessimisme, utilitarisme, eudémonisme, toutes ces philosophies qui mesurent la valeur des choses d'après le plaisir et la douleur, c'est-à-dire d'après des phénomènes accessoires, sont des philosophies superficielles et des naïvetés, que tout homme doué de force créatrice et d'une conscience d'artiste ne peut considérer qu'avec ironie et pitié. Pitié pour vous, une pitié, à vrai dire, bien différente de celle dont vont parler, et qui ne s'adresse pas à la misère sociale, à la société, à ses malades et à ses éclopés, aux individus tarés et aux infirmes de naissance qui gisent sur le sol tout autour de nous. Il s'agit moins encore de pitié à l'égard de ces couches opprimées qui murmurent séditieusement contre leur esclavage et aspirent à la domination, ce qu'elles appellent liberté. Notre pitié est plus haute et regarde plus loin. Elle voit comment l'homme se rapetisse, comment vous le rapetissez. Et il est des moments où c'est précisément votre pitié que nous considérons avec une angoisse inexprimable, où nous nous défendons contre cette pitié-là,
où nous trouvons votre sérieux plus dangereux que n'importe quelle frivolité. Vous voulez abolir la souffrance dans la mesure du possible, et il n'y a pas de plus folle ambition. Et nous ? Il semble que nous la voudrions encore plus profonde et plus grave qu'elle le fut jamais. Le bien-être, tel que vous le concevez, n'est pas un but, c'est à nos yeux un terme. Un état qui rend l'homme aussitôt ridicule et méprisable, qui fait souhaiter sa ruine. La culture de la souffrance, de la grande souffrance, ne savez-vous pas que c'est là l'unique cause des dépassements de l'homme ? Cette tension de l'âme dans le malheur qui la guérit, son frisson au moment du grand naufrage, son ingéniosité et sa vaillance à supporter le malheur, à l'endurer, à l'interpréter, à l'exploiter jusqu'au bout, tout ce qui lui a jamais été donné de profondeur, de secret, de dissimulation, d'esprit, de ruse, de grandeur, n'a-t-il pas été acquis par la souffrance à travers la culture de la grande souffrance ? La créature et le créateur s'unissent en l'homme. L'homme est matière, fragment, superflu, glaise, fange, non-sens, chaos. Mais l'homme est aussi créateur, sculpteur, dur marteau, spectateur divin et repos du septième jour. Comprenez-vous cette différence ? Et que votre pitié s'adresse à la créature dans l'homme, à ce qui doit être façonné, brisé, forgé, taillé, brûlé, porté à l'incandescence et purifié, à ce qui souffrira nécessairement et doit souffrir. Et notre pitié, ne comprenez-vous pas à quoi elle va, notre pitié inverse, qui se tourne contre la vôtre comme contre le pire amollissement, le pire affaiblissement de l'homme ? Pitié contre pitié, donc. Mais, encore une fois, il est des problèmes plus élevés que ceux du plaisir, de la souffrance et de la pitié. Et toute philosophie qui s'arrête là est une naïveté. Thèse 226e. Nos autres immoralistes. Ce monde qui nous importe, où nous avons à craindre et à aimer, ce monde presque invisible et inaudible d'ordre subtil, d'obéissance subtile, monde de la nuance à tous égards, épineux, trompeur, aigu, délicat. Certes, il est bien protégé contre les spectateurs balourds et l'indiscrétion des curieux. Nous sommes enserrés dans un tissu rigide de devoirs et ne pouvons en sortir. C'est en cela que nous sommes des hommes de devoir, nous aussi. Parfois, il est vrai, nous dansons dans nos chaînes ou parmi nos épées. Plus souvent, c'est vrai aussi, nous maugréons et nous dépitons de la secrète dureté de notre destin. Mais nous avons beau faire, les imbéciles et les apparences ne cessent de nous dire « ce sont des hommes sans devoir ». Nous aurons toujours contre nous les imbéciles et les apparences. Thèse 227e. La probité, à supposer que ce soit la vertu dont nous ne pouvons nous affranchir, nous, les esprits libres, cette probité, nous voulons la cultiver en nous avec toute notre méchanceté et tout notre amour. Nous ne nous lasserons pas de nous accomplir dans notre vertu, qui seule nous est restée. Puisse son éclat s'étendre un jour comme un rayon vespéral, ironique et doré, sur cette civilisation vieillissante et son morne, son triste sérieux. Et si notre probité en vient à se lasser et soupire et s'étire et nous juge trop durs, si elle réclame l'existence confortable et douillette d'un vice aimable, restons durs, nous, les derniers stoïciens, et envoyons tous nos diables à sa rescousse. Notre dégoût de la pesanteur et de l'à peu près, notre nilemur in vititum, notre courage d'aventurier,
notre curiosité agile et subtile, notre volonté de puissance et de domination du monde la plus déliée, la plus déguisée, la plus intellectuelle, qui convoite sans cesse tous les royaumes de l'avenir, courons avec nos diables au secours de notre Dieu. Il est probable que notre acharnement ne créera que malentendus et confusion. Qu'importe. On dira « leur probité, c'est leur démon, et rien de plus ». Qu'importe. Et nos adversaires eussent-ils raison? Tous les dieux connus n'ont-ils pas été des diables rebaptisés et sanctifiés? Et que savons-nous de nous-mêmes en fin de compte? Savons-nous le nom que veut porter l'esprit qui nous guide? C'est une affaire de nom. Et combien d'esprits nous hantent? Notre probité à nous, esprits libres, prenons garde qu'elle ne devienne notre vanité, notre parure et notre parade, notre limite, notre sottise. Toute vertu tend à la sottise, toute sottise à la vertu. Sot jusqu'à la sainteté, dit-on en Russie. Craignons que notre probité ne nous transforme en saints et en raseurs. La vie n'est-elle pas 100 fois trop courte pour qu'on s'y ennuie? Il faudrait donc croire à la vie éternelle pour... Thèse 228e. Qu'on me pardonne cette découverte, que toute philosophie morale n'a jamais été qu'ennuyeuse et soporifique, que rien à mes yeux ne fait plus de tort à la vertu que l'ennui de ses avocats, ce qui ne signifie pas que je méconnaisse leur utilité générale. Il importe qu'un nombre d'individus aussi restreint que possible réfléchissent sur la morale. Il importe donc fort que la morale ne devienne pas intéressante un beau jour. Mais tranquillisons-nous, il en est aujourd'hui comme il en a toujours été. Je ne vois personne en Europe qui ait le sentiment, ou donne le sentiment, que réfléchir sur la morale puisse être une activité dangereuse, séduisante, déroutante, qu'il puisse y avoir une fatalité là-dedans. Voyez par exemple les infatigables, les inévitables utilitaristes anglais. Voyez avec quelle digne pesanteur ils mettent leurs pieds dans les pas de Bentham, comme ils se dandinent de ci de là, une comparaison homérique l'exprimerait mieux, de même que Bentham marchait déjà sur les traces du respectable Helvétius. Non, ce ne fut certes pas un homme dangereux que cet Helvétius. Pas une pensée neuve, pas une pensée ancienne reprise selon un tour plus subtil, pas même l'historique vrai de leur philosophie, mais une littérature impossible dans sa tonalité, à moins qu'on ne sache l'assaisonner de quelque malice. Ce qui s'est infiltré dans ces moralistes, qu'il faut lire avec suspicion si tant est qu'il faille les lire, c'est le vieux vice anglais nommé Kant, et qui n'est autre que la tartufferie morale, cette fois sous le masque nouveau de l'esprit scientifique. On y trouve aussi une secrète défense contre le remords qui les assaille, car une race d'anciens puritains souffre naturellement d'aborder la morale avec un esprit scientifique. Un moraliste n'est-il pas le contraire d'un puritain? Un penseur pour qui la morale est problématique, pour qui elle fait problème? Faire de la morale ne serait-ce pas être immoral? En fin de compte, ils donnent tous raison à la moralité anglaise, parce que c'est elle qui sert le mieux l'humanité, ou le bien commun, ou le bonheur du grand nombre, ou plutôt le bonheur de l'Angleterre. Ils aimeraient se prouver à toute force que l'aspiration au bonheur anglais, c'est-à-dire au comfort et à la fashion, avec au bout un siège au Parlement, est aussi le vrai chemin de la vertu. Mieux, qu'il n'y a jamais eu de vertu au monde qui n'ait consisté en une pareille aspiration. Aucune de ces pesantes bêtes de troupeau à la conscience tourmentée, qui s'évertuent à donner la cause de l'égoïsme pour la cause de la prospérité générale, ne veut comprendre que la prospérité générale n'est pas un idéal, pas une fin, pas une idée un tant soit peu praticable, mais seulement un vomitif, que ce qui convient à l'un
ne convient pas forcément à l'autre, que prêcher une morale pour tous, c'est condamner l'homme supérieur, bref, qu'il existe une hiérarchie entre les hommes, et donc aussi entre les morales. C'est un type d'humanité modeste et foncièrement médiocre que ces utilitaristes anglais. Et, je l'ai dit, comme ils sont ennuyeux, on ne saurait penser assez de bien de leur utilité. On devrait les encourager par surcroît. C'est à quoi je me suis employé dans les petits vers suivants. Honneur à vous, honnêtes charretiers. Allons, plus fort, durcissez vos jarrets. Tête médiocre où jamais rien ne rit, sans génie et sans esprit. Thèse 229e. Il subsiste dans les époques tardives, fiers à juste titre de leur humanité, tant de craintes superstitieuses de la bête sauvage et cruelle, dont ces époques plus humaines s'enorgueillissent d'avoir triomphé, qu'on semble s'être donné le mot depuis des siècles pour ne jamais parler de certaines vérités pourtant évidentes, parce qu'elles ont l'air de vouloir rappeler à la vie cette bête féroce, enfin abattue. Je prends peut-être un risque en lâchant une vérité de cette sorte, que d'autres la capturent à nouveau et l'abreuvent du lait de la pitié, jusqu'à ce qu'elle s'apaise et se recouche, oubliée. Nous devons réviser nos jugements sur la cruauté et ouvrir les yeux. Nous devons enfin perdre patience et ne plus supporter de voir se pavaner avec des airs vertueux d'énormes et impudentes erreurs, comme celles, par exemple, dont nous ont gravé les philosophes antiques et modernes touchant la tragédie. Presque tout ce que nous nommons civilisation supérieure repose sur la spiritualisation et l'approfondissement de la cruauté. Telle est ma thèse. Cette bête féroce n'a pas du tout été abattue. Elle vit, elle prospère, elle s'est seulement divinisée. Ce qui fait la volupté douloureuse de la tragédie est cruauté. Ce qui agit agréablement dans ce qu'on nomme pitié tragique, et même dans tout ce qui est sublime, s'agit-il du plus haut, du plus subtil frisson de la métaphysique, ne tire sa douceur que de l'ingrédient de cruauté qui s'y mêle. Ce qui ravit le Romain dans l'amphithéâtre, le chrétien dans l'extase de la croix, l'Espagnol à la vue du bûcher ou de la corrida, le Japonais d'aujourd'hui qui se précipite à la tragédie, l'ouvrier des faubourgs parisiens qui rêve de révolution sanglante, la wagnérienne qui se noie, toute volonté éteinte, dans la musique de Tristan et Isolde, tout ce que ces êtres savourent et boivent à longs traits, avec une mystérieuse ferveur, c'est le filtre de la grande Circé qui a nom cruauté. Mais pour comprendre cela, il faut congédier l'obtuse psychologie d'antan qui se bornait à enseigner que la cruauté naît du spectacle de la souffrance d'autrui. Pourtant, notre propre souffrance, la souffrance que nous nous infligeons, nous procure d'abondantes, de surabondantes jouissances. Et quand l'homme se laisse entraîner à la négation de soi-même, ou à la mutilation volontaire, comme les Phéniciens ou les ascètes, ou d'une manière générale à la spiritualisation, à la désincarnation, à la contrition, à la convulsion pénitentielle des puritains, à la vivisection de la conscience, au pascalien sacrificio dell'intelletto, c'est ce que sa cruauté l'attire et le pousse en avant, c'est qu'il tombe en proie aux dangereux frissons de la cruauté tournée contre soi-même. Considérons enfin que même l'homme de connaissance, lorsqu'il contraint son esprit à connaître contre sa pente naturelle et bien souvent aussi contre les vœux de son cœur, en l'obligeant à nier là il voudrait approuver, aimer, adorer, se comporte comme un artiste de la cruauté raffinée. Le simple fait d'étudier un sujet sérieusement et à fond est une violence volontaire contre la tendance foncière de l'esprit qui se dirige inlassablement vers l'apparence et la superficie. Dans toute volonté de connaître, il entre déjà une goutte de cruauté.
Thèse 230e. Peut-être ne saisira-t-on pas sans explication ce que je viens de dire de la volonté foncière de l'esprit, qu'on me permette de préciser ma pensée. L'entité impérieuse que le peuple nomme esprit aspire à régner et à se sentir maîtresse au-dessus de soi et autour de soi. Elle veut aller de la multiplicité à la simplicité par un acte de volonté, synthétique, contraignant, autoritaire et réellement dominateur. Sur ce point, ses exigences et ses facultés sont celles mêmes que les naturalistes relèvent dans tout ce qui vit, s'accroît et se multiplie. L'aptitude de l'esprit à s'approprier ce qui lui est étranger se manifeste dans sa forte tendance à assimiler le neuf à l'ancien, à simplifier le complexe, à négliger ou à repousser l'hétérogène. De même, il souligne arbitrairement, isole et falsifie à sa convenance certains traits de ce qui lui est étranger et appartient au monde extérieur. Son dessein est de s'incorporer de nouvelles expériences, de ranger le nouveau dans le cadre du connu, précisément d'avoir le sentiment d'une croissance, d'une force multipliée. Cette intention se trouve servie par un instinct en apparence contraire. L'esprit se résout brusquement à l'ignorance, il se ferme arbitrairement, il bouche ses fenêtres, il repousse telle ou telle chose, il ne veut pas la connaître, il se met en état de défense à l'égard d'un savoir possible, il se satisfait de l'obscurité, d'un horizon borné, il accueille et approuve l'ignorance. Toute chose nécessaire selon le degré de sa force d'assimilation, de son pouvoir de digestion, pour prendre une image, car en vérité c'est encore à l'estomac que l'esprit s'apparente le plus. Il faut tenir compte aussi de la volonté qu'a l'esprit de se laisser tromper à l'occasion, non sans soupçonner que les choses ne sont pas comme on le prétend, et que ce qu'on en dit repose sur une convention. Alors il prend plaisir à cette incertitude et à cette ambiguïté, se réjouit de l'étroitesse volontaire et confortable du recoin où il se cantonne, se délecte des apparences les plus immédiates, de la surface, de ce qui grandit, rapetisse, déplace, embellit les choses, savoure à part soi l'arbitraire de toutes ces manifestations de sa puissance. Il faut relever enfin le goût pervers qu'a l'esprit de donner le change à d'autres esprits et de se déguiser devant eux, cette constante poussée en lui d'une force créatrice, formatrice et en continuelle métamorphose. L'esprit savoure dans une telle activité sa ruse et sa capacité de se travestir. Il y puise aussi le sentiment de sa sécurité, car c'est par ses artifices de proté qu'il se défend et se cache le mieux. C'est cette aspiration à l'apparence, à la simplification, au masque, au marteau, bref, à la surface, car toute surface est un marteau, que contrecarre la tendance plus noble à la connaissance, laquelle va et veut aller à la racine et à la complexité des choses. Il y a là une cruauté de la conscience intellectuelle et du goût que tout penseur courageux reconnaîtra en soi, pourvu qu'il ait, comme il se doit, suffisamment aiguisé et endurci, le regard qu'il porte sur lui-même et se soit accoutumé à une stricte discipline, à des paroles sans complaisance. Il dira qu'il y a quelque chose de cruel dans son esprit, et les cœurs vertueux, les esprits aimables, ne manqueront pas de lui arracher cet aveu. De fait, il serait plus exact de nous imputer, de vanter en nous, non pas la cruauté, mais une excessive sincérité, notre sincérité de libre, très libre esprit. Peut-être sera-t-elle un jour notre gloire posthume. En attendant, car nous n'en sommes pas là, nous sommes moins enclins que personne à nous parer du brillant des sentences morales. Toute notre œuvre antérieure nous détourne d'y prendre goût et nous rend odieuses leur impudente solennité. Ce sont des beaux mots, éclatants, sonores et pompeux, que ceux de probité, d'amour de la vérité, d'amour de la sagesse, de sacrifice de soi en faveur de la connaissance,
d'héroïsme du vrai, il comporte quelque chose qui vous gonfle de fierté. Mais nous, solitaires, nous, marmottes et marmotteurs, voilà longtemps que nous avons reconnu, dans le secret de nos cœurs d'ermites, que tout ce respectable faste verbal relève de la vieille panoplie de mensonges, de la poussière dorée dont se revêt inconsciemment la vanité humaine, et qu'il faut retrouver sous les flatteuses couleurs de sa camouflage le texte primitif, le texte effrayant de l'homme naturel. Replonger l'homme dans la nature, faire justice des nombreuses interprétations vaniteuses, aberrantes et sentimentales qu'on a griffonnées sur cet éternel texte primitif de l'homme naturel. Vouloir que l'homme se tienne désormais en face de l'homme, comme aujourd'hui déjà, dans la discipline de l'esprit scientifique, il se tient en face de l'autre nature, avec les yeux sans peur d'un Oedipe et les oreilles bouchées d'un Ulysse, sourd à tous les appôts des vieux oiseleurs métaphysiques qui lui flûtent depuis trop longtemps. Tu es davantage, tu as l'âme plus haute, tu as une autre origine. Voilà qui peut sembler une tâche étrange et folle, mais une tâche qui le niera. Pourquoi l'avons-nous choisie, cette tâche insensée? Ou, en d'autres termes, pourquoi la connaissance? Tout le monde nous le demandera. Et nous, pressés de la sorte, nous qui nous sommes interrogés 100 fois sur ce sujet, nous n'avons trouvé et ne trouvons pas de meilleure réponse. Thèse 231. Apprendre nous transforme. Apprendre agit sur nous à la manière de n'importe quel aliment, qui ne se borne pas à entretenir la vie, comme les physiologistes le savent très bien. Mais au fond, tout au fond de nous, il existe quelque chose de rebelle à l'instruction, le granit d'un fatum spirituel, d'une réponse prédéterminée à un ensemble de questions prédéterminées. Quand il s'agit de n'importe quel problème cardinal, une voix que rien ne peut changer s'élève en nous pour dire « je suis cela ». Sur l'homme et la femme, par exemple, un penseur ne peut pas changer d'opinion. Il peut seulement découvrir jusqu'au bout ce qui est arrêté en lui sur ce point. Nous trouvons de bonne heure certaines solutions à des problèmes, et ces solutions nous inspirent une foi solide. Peut-être les nommerons-nous dès lors nos convictions. Plus tard, nous ne voyons plus en elles que des étapes de la connaissance de nous-mêmes, des jalons qui mènent au problème que nous sommes, et plus exactement à la grande sottise que nous sommes, à notre fatum spirituel, à ce qui tout au fond de nous résiste à l'instruction. Après cette politesse, cet aveu que je fais à mes dépens, on me permettra peut-être d'énoncer un certain nombre de vérités sur la femme en soi, puisqu'on sait maintenant que ce ne sont que mes vérités. Thèse 232. La femme veut s'émanciper, et pour cela elle a entrepris d'éclairer les hommes sur la femme en soi. C'est là un des pires aspects de l'enlaidissement général de l'Europe. Car que ne révéleront pas tous ces grossiers efforts, cette mise à nu des femmes par elles-mêmes au nom de l'esprit scientifique? La femme a tant de raisons de rester pudique. Il y a en elle tant de pédantisme, de superficialité, de prétentions mesquines, de dérèglements mesquins et immodestes, observez son comportement avec les enfants, que la crainte de l'homme a jusqu'ici refoulé et contenu. Malheur à nous si ce que la femme a d'éternellement ennuyeux, et les traits de cette sorte ne manquent pas, vient à se manifester au grand jour,
Si elle se met à désapprendre foncièrement et par principe son art et son ingéniosité à plaire, à jouer, à éloigner les soucis, à soulager la peine, à prendre la vie avec légèreté, sa délicate docilité aux aimables désirs qui se tournent vers elle. Déjà s'élèvent des voix féminines qui, par saint Aristophane, ont de quoi remplir de frayeur des voix qui énoncent avec une menaçante précision médicale tout ce que la femme exige de l'homme. N'est-ce pas du pire goût, chez une femme, de s'armer ainsi d'esprit scientifique? Jusqu'ici, par chance, les explications étaient l'affaire des hommes, le privilège des hommes. Nous y restions entre nous, et à considérer tout ce que les femmes écrivent sur la femme, il est permis de se demander avec quelque méfiance si elles souhaitent être éclairées sur elles-mêmes, si elles peuvent le souhaiter. Si par ce biais la femme ne cherche pas à se vêtir d'une nouvelle parure, je suppose que le goût de la parure fait partie de l'éternel féminin, c'est qu'elle veut inspirer de la crainte, peut-être se faire obéir. Mais elle ne cherche pas la vérité. Que lui importe la vérité? Rien n'est d'emblée aussi étranger à la femme, rien ne lui est aussi odieux, aussi contraire que la vérité. Son grand art est le mensonge, sa grande affaire, l'apparence et la beauté. Avouons-le, ce que les hommes respectent et aiment dans la femme, c'est précisément cet art-là et cet instinct-là. Nous qui menons une vie pénible, nous recherchons volontiers, pour notre apaisement, la société de ces êtres dont les mains, les regards, les gracieuses folies nous font apparaître presque comme autant de folie notre sérieux, notre lourdeur et notre profondeur. Je pose enfin cette question. Une femme a-t-elle jamais reconnu quelque profondeur à un esprit féminin, quelque justice à un cœur féminin? Et n'est-il pas vrai que, grosso modo, ce sont les femmes qui ont le plus méprisé la femme et non pas nous? Nous souhaitons, quant à nous, que la femme cesse de se compromettre en s'expliquant sur son propre compte. C'est par sollicitude pour l'homme et par ménagement pour la femme que l'Église décréta « Mulier taceat in ecclesia ». De même, Napoléon n'eut en vue que le bien des femmes lorsqu'il ordonna à la trop bavarde Madame de Staël « Mulier taceat in politicis ». Et je pense qu'aujourd'hui, un authentique féministe dirait aux femmes « Mulier taceat de muliere ». Thèse 233e. Il faut un instinct corrompu, sans parler du manque de goût, pour qu'une femme en vienne à se prévaloir de Madame Roland ou de Madame de Staël ou de Monsieur George Sand, comme si ces trois noms prouvaient quoi que ce soit en faveur de la femme en soi. Pour les hommes, ces trois personnes sont les trois femmes comiques en soi, et rien de plus. Elles sont, bien malgré elles, les meilleurs arguments contre l'émancipation des femmes et leur prétention à l'indépendance. Thèse 234e. La sottise dans la cuisine, la femme en tant que cuisinière, l'effroyable étourderie qui préside à l'alimentation de la famille et de son chef, la femme ne comprend pas l'importance de la nourriture et elle prétend être cuisinière. Si elle était une créature pensante, elle aurait dû découvrir les faits fondamentaux de la physiologie, depuis tant de milliers d'années qu'elle apprête les repas, faire de la médecine son propre domaine. Ce sont les mauvaises cuisinières, le manque total de raison dans la cuisine, qui ont été le frein le plus durable, l'entrave la plus désastreuse au développement de l'humanité. Il n'en va guère mieux aujourd'hui. Avis aux demoiselles.
Thèse 235e. Il est des tournures et des traits d'esprit, des sentences, où toute une civilisation, toute une société se cristallise en quelques mots. Ainsi ce mot de Madame de Lambert à son fils. Mon ami, ne vous permettez jamais que des folies qui vous feront grand plaisir. La parole la plus maternelle et la plus intelligente qu'on ait jamais adressée à un fils, soit dit en passant. Thèse 236e. Ce que Dante et Goethe ont pensé de la femme, le premier en chantant «Elle guardava susso ed io in lei», le second en traduisant «Das ewige weibliche Ziel uns hinan», je ne doute pas que toute femme un peu noble ne le conteste, car c'est justement ce qu'elle croit de l'éternel masculin. Thèse 237e. 7 dictons sur les femmes. L'ennui s'enfuit-il loin de nous? C'est qu'un homme rampe à nos genoux. L'âge, hélas, et le savoir qu'il apporte prêtent vertu même à la moins forte. Robe noire, silence décent, habille chacune, fort coquettement. À qui je rends grâce dans mes prières? À Dieu et à ma couturière. Jeune, un piège fleurit. Vieille, un dragon en surgit. Un nom honnête, un joli minois. Un homme survient. Oh, que n'est-il à moi? De sens beaucoup, de paroles peu. Pour la stupide, c'est de l'hébreu. Jusqu'à présent, les hommes ont traité les femmes comme des oiseaux, dont ne sait quelle hauteur céleste pour s'égarer parmi eux, comme des êtres plus délicats, plus vulnérables, plus farouches, plus bizarres, plus doux, doués de plus d'âme, mais qu'il faut enfermer dans des cages pour qu'ils ne s'envolent pas. Thèse 238e. Se méprendre sur le problème fondamental qu'est celui de l'homme et de la femme, nier l'antagonisme foncier qui les sépare et la nécessité d'une tension irréductible, rêver peut-être de droits égaux, d'une éducation identique, de privilèges et de devoirs égaux, c'est là un signe typique de platitude intellectuelle, et un penseur qui a révélé sa platitude sur ce sujet critique, la platitude de son instinct, peut être tenu à bon droit pour suspect. Davantage, il s'est trahi, il s'est découvert. Probablement sa pensée se montrera-t-elle toujours trop courte sur les problèmes fondamentaux de la vie, et aussi de la vie à venir. Il manquera toujours de profondeur. Un homme profond, en revanche, profond d'esprit autant que de désir, doué par surcroît de cette bienveillance profonde, capable d'une sévérité et d'une dureté qui se confondent facilement avec elle, un tel homme ne peut penser à la femme qu'à la manière d'un oriental. Il doit voir dans la femme une propriété, un bien qu'il convient d'enfermer, un être prédestiné à la sujétion et qui s'accomplit à travers elle. Il doit se rallier en cette matière à l'incomparable sagesse de l'Asie, à la supériorité de l'instinct asiatique. Ainsi firent les Grecs, héritiers et disciples par excellence de l'Asie, qui d'Homère au siècle de Périclès, et à mesure qu'ils croissaient en civilisation et en force, se montrèrent toujours plus sévères, plus orientaux à l'égard des femmes. Qu'on veuille bien réfléchir à quel point une telle attitude était nécessaire, logique et même humainement souhaitable.
Thèse 239e. Jamais les hommes n'ont traité le sexe faible avec autant de respect que de nos jours. C'est là un effet du goût démocratique, au même titre que le manque d'égard pour les gens âgés. Comment s'étonner que ce respect ait aussitôt donné lieu à des abus? On demande davantage, on apprend à exiger, on estime presque humiliant ce tribut de respect, on préférerait rivaliser avec les hommes, ou mieux encore, entrer en lutte avec eux pour leur arracher des droits. Bref, la femme perd de sa pudeur. Ajoutons tout de suite qu'elle perd aussi de son bon goût. Elle désapprend la crainte de l'homme, mais la femme qui désapprend de craindre sacrifie du même coup ses instincts les plus féminins. Que la femme devienne arrogante lorsque l'homme cesse de cultiver en lui ce qui le fait redouter d'elle, lorsque, pour parler plus clairement, il abdique sa virilité, c'est là une évolution bien légitime et parfaitement compréhensible. Ce qui se comprend moins bien, c'est que la femme, du même coup, dégénère. Aujourd'hui, nous en sommes à ce point. Ne nous y trompons pas. Maintenant que l'esprit industriel, et lui seul, a triomphé de l'esprit aristocratique et militaire, la femme aspire à l'indépendance économique et juridique du commis. La femme commis se tient à la porte de la société moderne en formation. En s'emparant de droits nouveaux, en s'évertuant à devenir son propre maître, en revendiquant le progrès de la femme par ses oriflammes et ses oripeaux, c'est le contraire qui s'accomplit avec une effrayante évidence. La femme régresse. Depuis la Révolution française, l'influence de la femme a diminué en Europe, à mesure qu'elle obtenait plus de droits et formulait plus de prétentions. Et l'émancipation de la femme, pour autant qu'elle est le vœu et l'œuvre des femmes elles-mêmes, et non pas seulement des imbéciles de l'autre sexe, se révèle comme un des symptômes les plus remarquables du graduel affaiblissement, du dépérissement des instincts les plus essentiellement féminins. Il entre de la bêtise dans ce mouvement, une bêtise quasi masculine, devant laquelle une femme bien constituée, donc intelligente, devrait éprouver une honte profonde. Une femme qui perd l'intuition du terrain où elle vaincra le plus sûrement, qui dédaigne d'utiliser ses armes spécifiques, qui se laisse aller en présence de l'homme, peut-être jusqu'au point d'écrire un livre, au lieu d'observer comme naguère une réserve décente et une soumission rusée, qui s'acharne à force de vertueuse impudence à détromper l'homme toujours prêt à voir dans la femme un idéal caché et radicalement autre, à croire en quelque éternel féminin et en sa nécessité, qui, à force de bavarde insistance, dissuade les hommes de considérer la femme comme un animal domestique particulièrement délicat, bizarre, sauvage et souvent agréable, qui collectionne avec une ardeur aussi naïve qu'indignée tous les faits qui témoignent de l'esclavage de la femme dans toutes les sociétés, la nôtre comprise, comme si l'esclavage s'opposait à la civilisation et n'était pas la condition de toute civilisation supérieure, de tout progrès de la civilisation. Une telle femme ne veut-elle pas la ruine de tous les instincts féminins? Ne renonce-t-elle pas à être femme? Assurément, parmi les ânes savants du sexe masculin, il ne manque pas de stupides partisans du féminisme et de corrupteurs des femmes qui leur conseillent de renoncer à leur féminité et de copier toutes les sottises que débilitent l'homme européen, la virilité européenne. Il ne manque pas de gens qui voudraient rabaisser la femme jusqu'au niveau de la culture générale, la pousser même à lire les journaux et à faire de la politique. Ici et là, on prétend même muer les femmes en libres penseurs et en hommes de lettres, comme si, pour un homme profond et impie, une femme sans religion n'était pas un être foncièrement antipathique et ridicule. Presque partout, on leur gâte les nerfs au moyen de la musique la plus morbide et la plus délétère qui soit, notre moderne musique allemande. On les rend chaque jour plus hystériques et plus inaptes à suivre leur première et dernière vocation, qui est de mettre des enfants au monde. D'une manière générale,
on veut les cultiver encore plus et, comme on dit, fortifier par la culture la faiblesse de leur sexe. Comme si l'histoire n'enseignait pas avec toute la netteté désirable que la culture de l'être humain et son affaiblissement, je veux dire l'affaiblissement, la dispersion, l'alanguissement de la volonté, n'avaient pas toujours marché de pair et que les femmes les plus puissantes, celles qui ont exercé la plus forte influence, en dernier lieu encore la mère de Napoléon, ont dû leur puissance et leur ascendant sur les hommes à l'énergie de leur volonté et non pas au maître d'école. Ce qui dans la femme inspire le respect et bien souvent la crainte, c'est sa nature, plus naturelle que celle de l'homme, sa souplesse féline et rusée, sa griffe de tigresse sous le gant de velours, la naïveté de son égoïsme, son inéducabilité et sa sauvagerie foncière, le caractère insaisissable, démesuré et flottant de ses désirs et de ses vertus. Si, en dépit de sa crainte, l'homme éprouve de la compassion pour ce redoutable et beau félin, la femme, c'est qu'elle lui apparaît plus souffrante, plus vulnérable, plus assoiffée de tendresse, plus exposée à la désillusion que n'importe quel animal. Crainte et pitié, voilà les sentiments que jusqu'à nos jours l'homme a toujours ressentis en présence de la femme, un pied déjà dans la tragédie qui déchire en même temps qu'elle ravit. Et il ne devrait plus en être ainsi? Le désenchantement de la femme est-il en marche? Assistons-nous à la naissance de la femme ennuyeuse? Oh, Europe, Europe! On connaît la bête à cornes qui a toujours exercé le plus grand attrait sur toi et qui ne cesse de te tenter. Ta vieille fable pourrait bien se muer une fois encore en histoire. Une fois encore, une énorme bêtise pourrait avoir raison de toi et t'emporter. Et pas de Dieu caché derrière cette bêtise, mais rien qu'une idée moderne.